Il y a quelques années, une autre dimension a commencé à se superposer au monde réel, changeant tout à jamais. L'humanité a découvert que d'étranges créatures, tout droit sorties des légendes urbaines, étaient devenues une terrifiante réalité. En réponse, des gens ont éveillé des pouvoirs pour combattre ces menaces dans des batailles épiques et incessantes. Les créatures furent appelées démons, et les humains dotés de capacités spéciales devinrent les chasseurs. Rien de ce chaos ne semblait importer à notre protagoniste, Xiaohe, qui voulait juste acheter son petit déjeuner. Alors que le monde changeait, lui restait le même, réfléchissant à ce qu'il pouvait manger sans se ruiner. Il était si indécis qu'il n'arrivait pas à choisir entre du pain ou une crêpe, même avec le vendeur qui l'attendait. Depuis l'apparition des monstres, il continuait simplement sa vie de chasseur de rang F, sans grand changement. Avec un soupir de frustration, il porte 2 sacs, révélant qu'il a acheté les 2 options car il n'arrivait pas à se décider. En entrant dans la salle de classe, il ressent la même vieille anxiété sociale en passant devant quelques camarades. Notre protagoniste se faufile entre les bureaux, cherchant une place pour s'asseoir et manger son petit déjeuner. À côté, 2 filles discutent pendant que l'une montre un flacon de parfum à son amie. Il réalise que l'une d'elles est la 11e, la fille pour qui il a le béguin en secret depuis longtemps. À ce moment-là, elle se retourne et le salue d'un sourire amical, souhaitant une bonne matinée à Xiaohe. Complètement décontenancé, notre protagoniste bafouille une réponse et se retourne vivement vers son bureau. Il se dit qu'il ne lui a jamais avoué ses sentiments car il n'a jamais eu le courage d'agir sur un coup de tête de toute sa vie. Face à son indécision, il aimerait que la vie soit aussi simple que d'acheter son petit déjeuner. De cette façon, il pourrait simplement essayer toutes les options chaque fois qu'il ne saurait pas quel chemin prendre. Au fond de lui, il souhaiterait pouvoir tester d'innombrables vies pour ensuite choisir la meilleure version à vivre. Ses pensées sont interrompues lorsqu'il aperçoit quelque chose par la fenêtre, se demandant si c'est un portail. Au-dessus de la ville, un portail rouge gigantesque se matérialise dans le ciel, libérant une énergie sinistre. À partir de là, la panique s'empare de la classe, tous les élèves hurlant, ignorant complètement ce qui se passe. Soudain, un bruit assourdissant résonne alors que quelque chose percute la porte de la classe avec une force absurde. La porte s'ouvre violemment, révélant un élève transformé en une créature terrible, entourée d'aura rouge. Le monstre fonce sur ses camarades de classe, qui crient de désespoir. Sous le choc, notre protagoniste pointe la scène macabre, reconnaissant un véritable démon. Juste après, la vision de tout le monde est envahie d'une couleur intense, signifiant la fin pour l'un des élèves. Avec un sourire inquiétant, la créature annonce qu'elle va faire l'appel pour décider de sa prochaine cible. Il appelle le nom de Dian Tianshan, et la fille aux cheveux violets se fiche de peur en étant choisie. En un clin d'œil, la créature porte un coup fatal à l'élève, la réduisant au silence pour de bon. La 11e est terrifiée, son visage éclaboussé par les restes de sa camarade récemment éliminée. Alors que le chaos éclate, notre protagoniste choqué se lève, ne sachant pas comment réagir. Pendant ce temps, le démon s'amuse comme un fou, riant sadiquement du désespoir des élèves. La créature se demande à voix haute qui sera la prochaine cible, faisant monter encore plus la tension dans la pièce. Voyant une opportunité, quelques élèves se ruent vers la porte dans une tentative de fuite désespérée. Sans hésitation, le monstre achève, un par un, tous ceux qui ont tenté d'échapper au carnage imminent. Xiaohe note que la porte n'est pas une option et envisage de sauter par la fenêtre, même en tremblant de peur. À cet instant, une étincelle de détermination s'allume dans ses yeux alors qu'il fait face au danger. Il regarde en arrière et se retrouve face à un terrible dilemme, s'échapper seul ou essayer de sauver les autres. En voyant la 11e pleurer, complètement sans défense, il sent qu'il doit faire quelque chose. Pour la première fois de sa vie, Xiaohe prend une décision rapide sans hésiter une seconde. Il tend la main à la 11e et lui dit de s'échapper avec lui par la fenêtre. À ce moment précis, la jeune fille voit la main tendue de Xiaohe comme son seul espoir de survie. Elle essaie de l'atteindre, mais l'aura rouge environnante indique que le danger se rapproche. Dans un moment de désespoir, ils sont tous les deux abattus par le démon, et c'en est fini pour lui. Soudain, notre protagoniste se réveille en sursaut, son visage un masque de pure panique. Il se retrouve à son bureau, confus, se demandant s'il a vraiment mordu la poussière lors de cette attaque. Regardant à côté de lui, il voit les 2 filles discuter comme elles le faisaient avant que le chaos ne commence. Puis, la 11e le salue avec le même sourire et le même geste qu'avant, confirmant ses soupçons. Notre protagoniste comprend qu'il n'est pas mort et que, d'une manière ou d'une autre, il a remonté le temps. Devant lui, un écran bleu apparaît, l'informant qu'il a obtenu la capacité de déduire le futur. Il remarque qu'il est le seul à pouvoir voir la fenêtre du système, car personne d'autre ne semble la remarquer. Grâce à cela, il peut tester des options sur les 10 prochaines minutes pour trouver la meilleure réponse possible. Avec un sourire confiant, il réalise qu'il peut trouver un moyen de sauver tout le monde de ce désastre. Pas de temps à perdre, la capacité s'active et ses yeux brillent dans un état de concentration pure. Après avoir prévu l'attaque, il se lève d'un bond et crie à tout le monde de fuir, car les démons arrivent. La priorité de Xiaohe maintenant est de faire sortir tous ses camarades de la classe vivant. Il monte sur l'estrade et dit qu'ils doivent s'échapper par la fenêtre, car le démon attaquera la porte. À sa surprise, tous les élèves restent assis à leur place,
ne réagissant pas à son avertissement. La 11e et Dian Tian Tian le regarde, surprise, se demandant ce qui ne va pas chez lui. Il comprend que personne ne va le croire, et que lorsque le démon arrivera, il sera trop tard pour fuir. Dans son esprit, il ressent la même aura maléfique qu'auparavant. L'instant d'après, la créature à la bouche cousue apparaît derrière lui avec un sourire macabre. Le démon utilise notre protagoniste comme otage et annonce qu'il va commencer l'appel pour choisir ses victimes. La simulation se termine avec le même résultat terrible, et notre protagoniste regarde tout ça, horrifié. La capacité de déduction prend fin, et il revient à la réalité, frappant son poing sur le bureau de frustration. De retour dans le monde réel, il ressent une terrible nausée à cause des souvenirs de l'odeur et des scènes dont il a été témoin. Ses camarades de classe se retournent, confus par son comportement étrange et soudain. Réalisant qu'il ne peut convaincre personne, il élabore un nouveau plan pour empêcher le monstre d'entrer. Il décide de verrouiller la porte de la classe pour gagner assez de temps pour que tout le monde s'échappe en toute sécurité par la fenêtre. Notre protagoniste entre à nouveau en mode déduction et sprint depuis son bureau à toute vitesse. En chemin, il bouscule une brute de la classe qui s'apprêtait à allumer une cigarette. La brute se met en colère et crie sur Xiaowei, lui demandant pourquoi il court partout comme un fou. L'ignorant, il atteint son but et claque la porte de la classe de toutes ses forces. Juste après, il tourne la poignée, verrouillant le passage quelques instants avant l'arrivée de la menace. Il bloque l'entrée avec son corps, déterminé à empêcher la créature d'entrer à tout prix. De l'autre côté de la porte, le démon commence à frapper et annonce qu'il va commencer son sinistre appel. La créature appelle alors le nom de Dian Tian Shan, et le son d'un impact résonne à travers la simulation. Le son transperce la porte et frappe Xiaowei, qui se retrouve couvert d'un liquide rouge. La simulation révèle que l'appel est une malédiction sonore qui élimine quiconque l'entend. De retour à la réalité, il tremble sur sa chaise, se souvenant de la sensation suffocante d'avoir été éliminé à nouveau. Il se demande pourquoi il risque tout pour sauver des gens avec qui il n'est même pas ami. Une fois de plus, notre protagoniste est confronté à un choix difficile entre son instinct et sa conscience. À ce moment-là, la 11e s'approche, inquiète, et lui demande s'il ne se sent pas bien. Dian Tian Shan remarque aussi à quel point il est pâle et lui suggère d'aller voir l'infirmière de l'école. Même la brute de tout à l'heure propose son aide, disant qu'il peut répondre à l'appel en classe pour lui. Le mot appel lui donne une révélation sur les instincts les plus profonds des gens. Il comprend que peu importe combien de fois l'histoire se répète, les gens feront toujours le même choix. Avec un soupir d'acceptation, il se prépare pour sa prochaine tentative avec une détermination renouvelée. Notre protagoniste active une fois de plus la déduction du futur, entrant dans un état de concentration totale. Dans sa prochaine simulation, il décide de frapper le premier, chargeant la créature avec une chaise. Cependant, le démon apparaît avant que son attaque ne touche sa cible, et se prépare déjà à commencer l'appel de la mort. À sa surprise, la créature le regarde droit dans les yeux et l'appelle par son nom, changeant l'ordre pour le contrer. Et juste comme ça, il est touché de plein fouet et découvre que le monstre peut s'adapter à ses stratégies. Il réalise que les fins les plus horribles coûtent plus de points d'esprit et essaie de se calmer pour ne pas tout gâcher. Relançant la simulation, il essaie de pousser ses camarades dehors dans l'ordre, en commençant par Dian Tian Shan. Le démon s'adapte à nouveau et appelle leurs deux noms en même temps, déjouant son nouveau plan. Sur ce, ils sont tous les deux touchés par l'attaque sonore, et ils réalisent que cette stratégie ne fonctionnera pas non plus. Se cacher sous le bureau s'avère également inutile, car la malédiction le trouve quand même. En essayant de s'échapper, il remarque que les attaques de la créature semblent suivre une sorte de schéma mystérieux. Après avoir testé des dizaines de futurs différents, ses points d'esprit sont rapidement consommés. La capacité est arrêtée de force, laissant notre protagoniste avec un seul point et complètement épuisé. De retour dans le monde réel, il sent une douce tape sur son épaule, interrompant ses pensées. Il se retourne lentement et reconnaît une odeur familière, se demandant si c'est vraiment Linshaya. Elle le regarde avec une expression inquiète et lui demande s'il se sent bien. Alors qu'il la regarde, ses yeux s'écarquillent avec une révélation soudaine et brillante. Il se concentre sur la bouteille qu'elle tient, et le souvenir de cette odeur lui donne la clé pour tout résoudre. Avec un sourire confiant et le poing serré, notre protagoniste sait enfin comment sauver tout le monde. Il frappe sa main sur la table et calcule qu'il n'a que 30 secondes avant que le démon n'envahisse la pièce. Pour créer une diversion, il crie qu'il y a un tremblement de terre, semant la confusion parmi tous ses camarades de classe. Surprise, la 11e et Dian Tian Shan se demande si elle devrait courir dans la cour pour se mettre en sécurité. Alors que le temps passe, la confusion grandit, et certains élèves en profitent pour partir plus tôt. Il sait qu'il ne peut pas dire la vérité et doit inventer quelque chose que personne ne pourra vérifier à temps. Son plan est d'utiliser le parfum de Linshaya comme pièce maîtresse de son mensonge pour évacuer la zone. De là, il arrache la bouteille et court dans la pièce en criant à propos du faux séisme pour créer la panique. Il montre les fenêtres et dit à tout le monde de sauter parce que la sortie est trop loin. Sa comédie fonctionne, et la panique se propage tandis que les élèves se ruent vers les fenêtres du premier étage. Le tyran est si convaincu qu'il en laisse tomber son briquet, complètement abasourdi par la situation. Même s'il est confus,
Il crie la même chose qu'avant à propos des démons, en courant après notre protagoniste. Avec 23 secondes restantes, l'objectif de Xiao Hui est de faire sauter le plus de monde possible. Malgré leur confusion, la 11e et Dian Tianqian sont emportés vers la fenêtre par la foule. 20 secondes restantes, notre protagoniste remarque que le temps manque pour évacuer tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne croit pas à l'histoire, et certains élèves sceptiques ignorent simplement l'agitation. D'autres ignorent complètement le danger, dormant profondément à leur bureau sans rien remarquer. Il sait qu'il n'y a pas le temps de convaincre tout le monde, car les démons sont sur le point d'envahir la pièce. Malgré la difficulté, il continue de leur crier de courir, car certains élèves ont déjà réussi à sauter. Le tyran de tout à leur aide maintenant à organiser l'évasion, disant à tout le monde de sauter de manière ordonnée. Près de la fenêtre, un groupe d'élèves remarque que le ciel s'assombrit et voit le portail se former. Le portail de l'autre dimension pulse d'une énergie rouge alors que le compte à rebours touche à sa fin. Notre protagoniste observe la scène avec une expression tendue, sachant exactement ce qui va se passer. Face à la menace réelle, la panique s'empare des derniers élèves restants qui crient à l'aide en désespoir de cause. 10 secondes restantes et la moitié de la classe est sauvée. Il court pour exécuter la partie suivante de son plan. Il comprend qu'il n'y a pas le temps de sauver les autres et connecte un téléphone au système audio de la classe. De la musique forte commence à retentir des haut-parleurs alors que le ciel dehors devient complètement rouge. Le son puissant sert à couvrir l'appel du démon, protégeant ceux qui ne se sont pas encore échappés. La musique jouant, il se tourne vers la porte et se prépare à arrêter l'attaque sur les élèves restants. Pendant ses déductions, il s'est souvenu du briquet du tyran et s'est concentré sur le mode d'attaque du monstre. Après plusieurs simulations, il a remarqué que la créature se manifestait toujours avec les mêmes sphères rouges. À 5 secondes de la fin, la réponse lui est venue, et il a mis le feu au parfum pour créer une arme. Il a compris que le démon n'attaque qu'avec l'appel, car il a toujours essayé d'utiliser cette méthode. Au moment exact où la créature défonce la porte, notre protagoniste était déjà prêt à agir. Le démon ouvre sa bouche cousue pour commencer la malédiction sonore, confirmant la théorie de Xiaohe. La cible en vue, il se prépare à lancer la bouteille enflammée de toutes ses forces. Sans une seconde d'hésitation, il lance le cocktail artisanal droit sur l'ennemi. Avec 2 secondes d'avance, la bouteille enflammée vole vers sa cible en un arc parfait. L'impact est un coup direct, frappant la gorge du monstre et interrompant son attaque sonique mortelle. Alors que la créature brûle, il révèle son plan de détruire la source du son avec du feu et de la musique. Voyant la scène, Linshaya et les autres à la fenêtre se dépêchent de fuir la pièce en feu. La force de l'explosion projette notre protagoniste en arrière, et il heurte violemment le sol de la classe. Bien qu'il soit blessé, il reste concentré, il doit bloquer le son du démon à tout prix. Son plan étant en marche, il croit qu'il pourra enfin sauver tout le monde dans la classe. Pendant ce temps, la créature de l'autre côté martèle la porte, et notre protagoniste essaie de la retenir. Épuisé, il se dit que tout le monde a dû s'échapper maintenant, et que c'est à son tour de sortir de là. Cependant, l'épuisement le rattrape, et il sent son esprit affaibli pour avoir utilisé presque tous ses points. Sa vision se brouille et son corps semble lourd, l'empêchant de bouger pour échapper à la menace imminente. Face au danger, il regrette d'avoir agi en héros, car maintenant il est mort de peur. Pourtant, il se dit que s'il avait une autre chance de tout recommencer, ses pensées s'estompent dans l'obscurité, mais au fond, il sait qu'il ferait le même choix. Soudain, une main se tend vers lui, et la voix de Linshaya l'appelle, lui disant de ne pas abandonner. Elle est revenue pour l'aider et le serre fort, disant qu'ils s'échapperont de cet endroit ensemble. Avec son soutien, ils se rapprochent tous les deux de la fenêtre, se préparant à sauter pour se mettre en sécurité. Sans hésitation, ils sautent du premier étage vers la cour de l'école, loin du danger. Ils atterrissent tous les deux sur l'herbe à l'extérieur, réussissant à s'échapper de la classe de justesse. Réunis avec les autres élèves, ils s'effondrent finalement d'épuisement, mais heureux d'être en sécurité. Avec des larmes de soulagement, notre protagoniste célèbre, il a réussi l'impossible et a sauvé tout le monde. Avec un rire nerveux, il s'appuie sur la 11e, complètement vidé par la tension du moment. Soudain, il l'attrape par les épaules avec une expression paniquée, laissant la jeune fille confuse. La raison de sa peur se révèle dans le ciel, alors que le portail dimensionnel s'est complètement ouvert au-dessus de l'école. Du portail, une horde de démons bizarres et terrifiants commence à émerger, envahissant le monde humain. Face à cette scène, notre protagoniste réalise que ses efforts ont été vains et que tout est maintenant perdu. L'invasion commence, et un nombre incalculable de créatures grotesques descendent des cieux vers la ville. Il sait qu'à part lui, tous les autres élèves sont des gens ordinaires sans pouvoir pour se battre. Le groupe de survivants se serre les coudes dans le désespoir, certains que c'est le jour où ils connaîtront tous leur fin. Alors que tout espoir semblait perdu, une énergie mystérieuse commence à émaner du sol autour d'eux. Un instant plus tard, une barrière bleue translucide se forme, enfermant le groupe et les protégeant du danger. Notre protagoniste touche la barrière, surpris, se demandant d'où vient cette protection magique. Les démons attaquent le bouclier en vain, et il réalise que l'association des chasseurs est enfin arrivée. Une voix puissante ordonne à tout le monde de rester à l'intérieur de la barrière pour assurer la sécurité du groupe.
La chasseuse de rang S, Baling, apparaît par téléportation, se révélant être la vice-capitaine de l'escouade locale. À l'intérieur du bouclier, il remarque que ses points ont un peu récupéré et sent qu'ils sont en sécurité maintenant. Dans la panique pour trouver un abri, les élèves se poussent et se bousculent de manière chaotique à l'intérieur de la barrière. Au milieu de toute cette confusion, Dian Tianxin glisse au bord du bouclier et perd l'équilibre. Suite à cela, elle finit par tomber hors de la protection, complètement exposée aux démons. Notre protagoniste montre la scène avec horreur, criant qu'elle est tombée de la zone de sécurité. Lin Shaya panique et crie le nom de son ami, incapable de faire quoi que ce soit pour l'aider. Les autres se demandent où sont les chasseurs, sachant qu'elle ne survivra pas seule. Pendant ce temps, Bowling se concentre sur le maintien de la barrière, qui montre déjà des signes de faiblesse. Une ombre géante s'approche de Dian Tianxin qui supplie de l'aide, paralysée par la peur. Le désespoir s'empare de la jeune fille, qui pleure en voyant la créature se rapprocher de plus en plus. Un instant plus tard, un démon arbre l'attrape avec ses griffes, à l'horreur de tous. Voyant cela, Xiao Ai active sa capacité de déduction, cherchant un moyen de la sauver. La vision du futur lui montre une paire de cisailles de jardinage sur le sol à l'intérieur de la barrière. Il attrape l'outil et crie à la créature de la lâcher, surprenant les autres élèves. Dans ses mains, les cisailles se transforment en une épée brillante, émanant une énergie puissante. Le coup atteint le monstre, et il réalise que, comme c'est un type bois, la créature est faible face au métal. Sa déduction se termine, et avec un plan parfait, il sait qu'il peut sauver Dian Tianxin et s'échapper. Cependant, la créature de bois a déjà la jeune fille dans sa bouche, qui demande de l'aide dans un dernier murmure. L'épée à la main, notre protagoniste lui crie de tenir bon, se préparant pour son attaque. Au même moment, la barrière protectrice de Biling commence à vaciller, indiquant qu'elle ne tiendra plus très longtemps. Peu après, le bouclier se dissipe dans l'air, laissant tous les élèves complètement vulnérables. Le chasseur sait que sans la barrière, tous les étudiants deviendront des cibles faciles. Soudain, une brume froide se répand dans la zone, et les étudiants se demandent s'il va pleuvoir. Le démon à 3 têtes arrête son attaque et regarde en bas, confus par la situation. En un instant, des cristaux de glace acérés commencent à jaillir du sol autour de la créature. Un homme mystérieux apparaît et utilise sa capacité pour geler complètement le monstre de bois. Il observe la scène, stupéfait, ne comprenant pas qui est ce nouvel et puissant allié. En quelques secondes, le démon est complètement piégé dans un énorme bloc de glace solide et immobile. La menace contenue, la barrière de Bowling se dissout enfin complètement par manque d'énergie. Le nouveau venu s'identifie comme étant BJ et signale la situation à la base de l'association. Il marche calmement sur la glace, se montrant être un chasseur du plus haut niveau d'expérience. Un chasseur aux cheveux argentés signale que l'incident a été résolu. Autour de lui, les monstres restants sont gelés pour de bon. À cette vue, les étudiants survivants célèbrent avec soulagement, acclamant le héros qui a vaincu les créatures en un instant. L'âge d'élite annonce alors que tout le monde est en sécurité maintenant. Cependant, notre protagoniste serre le poing avec une expression de pure fureur. Remarquant la tension, le chasseur se tourne vers Li Xiaowei, ses pas résonnent alors qu'il s'approche lentement du garçon. Sans prévenir, notre protagoniste se jette en avant et assène un violent coup de poing en plein visage du chasseur, laissant tout le monde présent complètement sous le choc. Juste après, il l'attrape violemment par le col. Li Xiaowei exige de savoir si l'homme n'a pas vu quelqu'un à l'extérieur de la barrière. Sa colère est due à un monstre gelé à 3 têtes. L'une des têtes de la créature tient quelque chose qui ne devrait absolument pas être là. À l'intérieur de la glace, le corps de Tianquin est visible, notre protagoniste accuse le chasseur d'avoir achevé la fille en même temps que le monstre. Voyant la scène tragique, les autres étudiants fondent en larmes, ils murmurent le nom de leur ami, incapables de croire ce qui s'est passé. Le chasseur vérifie le dossier de Li Xiaowei et voit qu'il est de rang F, notre protagoniste crie qu'il était sur le point de sauver la fille. Mépris. L'âge d'élite se moque de son audace. Il le traite de gamin inexpérimenté qui ne fait que parler et n'agit pas sur le terrain. Il remet en question la logique de sauver quelqu'un qui tenait à peine le coup. La priorité était d'éliminer tous les démons au meilleur moment pour frapper. Selon lui, les monstres auraient attaqué tout le monde s'ils n'avaient pas agi vite. C'était un choix simple entre sauver une personne ou en sauver 1000. Notre protagoniste est dégoûté par cette logique froide. Il crie que ce n'était pas une question de choix car il était possible de sauver tout le monde. Le chasseur le regarde avec un sourire condescendant. Il prétend que le gamin ne comprend pas que même les plus forts doivent faire des sacrifices. Tournant le dos au garçon, le capitaine ordonne à Biaoling d'appeler le reste de l'équipe pour qu'ils puissent fermer la porte dimensionnelle ensemble. De retour à l'école, la situation s'est calmée. Les survivants remercient Li Xiaowei de les avoir sauvés. Ses camarades de classe l'entourent et le traitent de héros. Ils reconnaissent que sans son avertissement, ils auraient tous été éliminés par les créatures. La conversation dérive sur le sort de Tianquin. L'un des étudiants fait remarquer que si ce n'avait pas été elle, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre eux. Le visage sombre, notre protagoniste leur dit de ne pas blâmer le capitaine. Il admet que l'homme les a sauvés et que ses actions étaient la bonne décision. Une camarade de classe remarque son état et propose de l'aider, demandant si elle doit aller chercher l'infirmière de l'école ou lui acheter des médicaments.
Notre protagoniste réfléchit alors qu'il ne croit pas au sacrifice. Pour lui, ce n'est qu'une excuse pour ne pas être assez fort. À partir de ce moment, il prend une décision. Li Xiaowei déclare qu'il veut devenir un chasseur d'élite, encore plus puissant que cet homme. Le récit nous ramène dans le passé de la ville. Il y a de nombreuses années, l'endroit a souffert d'une vague de décès d'étudiants. À l'époque, le harcèlement scolaire était endémique. Les étudiants plus faibles étaient constamment la cible d'agressions violentes. De nombreux étudiants ont été témoins ou victimes de cette violence. Des scènes horribles étaient courantes dans les couloirs et les cours de l'école. Étrangement, la police et l'administration de l'école n'ont reçu presque aucun appel à l'aide des victimes de ces attaques. Ce manque de signalement n'a fait qu'alimenter l'arrogance des harceleurs, faisant escalader la violence à des niveaux encore pires. Les élèves harcelés ne pouvaient que demander de l'aide aux professeurs. Malheureusement, les éducateurs étaient irresponsables et rejetaient la faute sur les victimes. L'association des chasseurs a lié les démons aux âmes des étudiants. Les dernières personnes qui l'ont vu étaient leurs professeurs indifférents. Et ainsi, le professeur démon fut le premier à émerger, apparaissant dans 342 salles de classe exactement au même moment. En peu de temps, ils ont éliminé de nombreux étudiants et ouvert une porte de Rancé, concluant ainsi le rapport d'Incide. Notre protagoniste regarde le reportage, et comparé à sa vie monotone, il admet que l'événement était vraiment passionnant. À partir de ce jour, l'école a été fermée pour une semaine, les étudiants pouvaient se reposer à la maison pour se remettre du choc. Il vérifie ensuite la discussion de groupe de la classe sur son téléphone. Ses camarades le remercient de les avoir tous sauvés avec son avertissement précoce. Face à tant d'éloges, notre protagoniste devient pensif, se demandant s'il peut vraiment être considéré comme un héros. À ce moment-là, une notification de l'Association des chasseurs apparaît sur son écran. Son allocation mensuelle en tant que membre a été versée et doit être vérifiée. Il regarde son panneau d'attributs et se voit comme un échec. Après tout, même son rang F a été obtenu en trichant. Depuis que sa mère a disparu il y a 10 ans, Li Xiaowei n'a aucune source de revenus. Il déboutonne sa chemise, révélant un collier. Pour continuer ses études, il dépend du collier. L'objet lui permet de se faire passer pour un éveillé afin de recevoir une allocation de l'association. Il crée un petit espace pour stocker des objets. Sa capacité est triviale, mais heureusement, indétectable par les machines. Ce collier et une photo sont les seules choses que sa mère a laissées derrière elle. Cependant, son visage sur la photo a été étrangement découpé. À cause de cela, il ne se souvient pas de son apparence. Mais il se souvient de tous les souvenirs d'enfance qu'ils ont eus ensemble. La seule exception est la nuit où elle a disparu. Après s'être réveillé de cet événement, son esprit était beaucoup plus grand que celui d'une personne ordinaire. Il se demande aussi comment il a obtenu le système de déduction. La capacité semble n'avoir aucun lien avec le fait d'être un éveillé. Il réfléchit que le monde a beaucoup d'éveillés, mais peu sont assez doués au combat pour devenir des chasseurs de démons. Après une semaine, il prend sa décision, il veut s'améliorer à chaque bataille, pour que la prochaine fois, il puisse sauver les gens qui comptent pour lui. Un statut plus élevé dans l'association s'accompagne de plus d'autorité. De cette façon, il pense qu'il pourrait être en mesure de rechercher sa mère à l'avenir. Notre protagoniste se rend alors au siège de l'Association des chasseurs, déterminé à changer le cours de sa vie pour toujours. À l'intérieur, un membre du personnel rejette immédiatement sa candidature. Elle déclare que le travail de chasseur de démons n'est pas un jeu d'enfant. Avec un sourire confiant, Li Xiaowei la surprend. Il dit que son but aujourd'hui va bien au-delà de simplement devenir un chasseur. Ses yeux brillent de détermination alors qu'il active sa capacité. Il ne veut pas seulement entrer, il veut devenir le meilleur. Il révèle que son objectif est de faire réévaluer le rang de sa capacité. Après tout, le système de déduction ne peut pas être détecté par les machines. La réceptionniste accepte la demande. Il lui suffit de déduire ce qui se passera dans les 10 prochaines minutes pour prouver sa valeur. Malgré tout, la femme lui conseille de ne pas trop espérer. Elle le guide à travers les couloirs, sceptique quant à un changement radical. Il la suit avec un plan en tête, c'est facile, il suffit d'utiliser sa capacité, de rapporter le résultat et de prouver qu'il est plus fort. Soudain, son visage montre une grande tension, la déduction semble lui demander beaucoup ou lui montrer quelque chose d'inattendu. Au bout du couloir, le capitaine aux cheveux d'argent et son escouade apparaissent, ils ont reçu une mission de rendre et doivent partir en quelques secondes. Une autre employée soupire en voyant le célèbre capitaine Beji, notre MC le reconnaît et réalise à quel point il est populaire ici. De manière inattendue, Beji regarde dans sa direction. Li Xiaowei devient nerveux, se demandant si le capitaine se souvient encore de lui. Beji se retourne et traite notre MC de nouvelle recrue. Le dédain dans sa voix est clair alors qu'il le fixe froidement. Ignoré, Li Xiaowei devient absolument furieux. Le capitaine s'éloigne simplement en grommelant, sans lui accorder une seconde pensée. Notre MC explose de colère, voulant un duel. Feifei le retient, l'avertissant que Beji le vaincrait bien trop facilement. Alors qu'il marche, Feifei montre la salle d'évaluation. Il en profite pour demander quel rang aurait quelqu'un qui pourrait prédire les 10 prochaines minutes. Il spécule avec enthousiasme sur le fait d'être de rang C, de rang A, ou même de rang S. Puis il se demande si cela le rendrait plus fort que le capitaine Beji. Feifei s'arrête et lui lance un regard sérieux.
Elle lui dit qu'il est une nouvelle recrue complètement ignorante de la véritable situation du monde. Elle explique que toute personne ayant un pouvoir sur le temps, que ce soit voir l'avenir ou retourner dans le passé, est immédiatement classée au rang SSS. Il est choqué par cette révélation. La femme ajoute que la personne serait prise en charge par une agence nationale comme une arme stratégique vitale. Cependant, ce destin est tout sauf glorieux. L'individu serait surveillé toute sa vie, essentiellement emprisonné pour toujours au même endroit. Ce serait le meilleur des cas, une capacité aussi incroyable attirerait l'attention des organisations de chasseurs obscurs. Fafé l'avertit que ces groupes essaieraient de le kidnapper sans relâche. Notre MC pâlit en imaginant ce futur. La femme lui demande s'il comprend comment un chasseur est évalué. Il ne s'agit pas seulement de force, mais aussi du potentiel de leur capacité. L'issue de guerre à grande échelle peut se décider en un seul moment crucial avec une seule frappe bien placée. Il est terrifié, car sa première idée était bien moins noble. Il voulait juste prédire l'issue de sa déclaration à Alain Chaillat. Son ambition la plus grande ces derniers jours était encore plus simple. Il voulait juste utiliser son pouvoir pour gagner des prix dans les canettes de soda. Fifi révèle que les personnes ayant un pouvoir sur le temps sont rares. La dernière était une femme qui pouvait altérer le passé et qui a disparu il y a 24 ans. Depuis lors, les organisations obscures la recherchent sans arrêt. Sur ce, elle se retourne et annonce qu'il est temps de commencer le test. Cependant, le couloir est vide, Féfé est confuse car notre MC a simplement disparu sans laisser de traces. Loin de là, Lixiaoé court pour sa vie. Les mots sur la guerre et les organisations dangereuses résonnent dans son esprit. Il veut juste retrouver sa mère sans s'attirer d'ennuis. Il décide donc que sa capacité de déduction ne doit jamais être découverte. Le garçon s'arrête et réalise qu'il utilise toujours sa capacité. Il pense à abandonner et à laisser des héros comme Beji sauver le monde. Soudain, son visage se remplit de surprise. La vision du futur qu'il a lui montre quelque chose de complètement inattendu. Un portail de téléportation spatiale s'ouvre dans le hall principal. Il reconnaît cette capacité comme appartenant à la vice-capitaine Baling. Immédiatement, Baling tombe du portail. Déjà morte, son corps heurte le sol avec un bruit sourd devant toutes les personnes présentes. Une grande mare de liquide rouge se forme rapidement autour d'elle. La scène montre clairement que la situation est extrêmement grave. Le corps transpercé, elle prévient que les informations étaient fausses. La mission n'était pas de rang D, mais un piège de rang S. Dans son dernier souffle, elle révèle une terrible nouvelle. Tous les membres de l'escouade de BG ont été complètement anéantis. Juste après, son corps s'effondre sur le sol pour de bon. La chasseuse d'élite n'a aucune chance de survivre à ses blessures. La panique s'installe, et quelqu'un crie pour des médecins, mais il est trop tard, et notre MC voit tout se dérouler dans sa prémonition. De retour à la réalité, son visage est pâle, la déduction se termine, révélant que l'escouade la plus forte sera anéantie dans 10 minutes. Notre MC est en panique, sa vision a révélé une tragédie qui se produira dans seulement 10 minutes. Il bouscule Fifet, sans avoir le temps d'expliquer, il crie que tous les membres de l'escouade la plus forte vont se faire éliminer. De là, il sprint désespérément dans le couloir, il doit empêcher la terrible prémonition de devenir réalité. Pendant ce temps, l'escouade de BJ marche calmement. Il confirme que la mission est juste un simple rendez. Le groupe entier est rassemblé. Ils doivent partir maintenant et arriver sur le site de la mission dans 30 secondes. 2 employés admirent la célèbre équipe. En arrière-plan, notre MC approche à grande vitesse pour les intercepter. Il ne peut pas simplement révéler sa capacité, de plus, il n'a aucun moyen de les sauver pendant la mission. J'y donne l'ordre final, dans 10 secondes, Baling les téléportera tous sur le lieu de la mission, scellant leur destin. Le temps filant, il comprend ce qu'il doit faire. Sa seule option est de les empêcher de partir en mission. Sans une seconde d'hésitation, il fonce et assène un coup de poing solide. La cible n'est autre que le capitaine BJ. Il doit créer le chaos pour gagner au moins 10 minutes. De cette façon, il peut empêcher l'équipe d'être anéantie. Le capitaine est projeté contre le mur par l'impact. Tous les membres de l'escouade restent complètement sans voix. Juste après, notre MC l'attrape par le col, il commence à provoquer le capitaine pour gagner encore plus de temps. Avec un sourire sinistre, il nargue BJ, il dit qu'il ne l'a pas vu depuis un moment et que le capitaine est devenu bien faible. Témoins de la scène, les autres chasseurs et le personnel sont abasourdis, ils n'en reviennent pas de l'audace du gamin. Les membres de l'escouade sont stupéfaits, c'est la 2e fois que Lixiaoé attaque le capitaine BEIJ devant tout le monde. Notre MC a un mauvais pressentiment. Il sait qu'il est en train de les sauver mais craint que BEIJ ne lui règle son compte une fois le chaos terminé. Rouge de colère, BEIJ devient enragé. Il demande si notre MC est prêt pour ses dernières paroles. Une aura rouge enveloppe le capitaine, qui dit qu'il n'attaque généralement pas les faibles, la tension dans l'air monte en flèche. BJ serre fermement le poing, il se souvient d'avoir été agressé 2 fois par la nouvelle recrue sans raison apparente. Même en danger, Lixiao Sen tient à son plan, il doit retarder l'équipe de 10 minutes pour les sauver du péril qui les attend. La vice-capitaine lance un compte à rebours sur sa montre, ce qui signifie qu'il doit endurer la fureur du capitaine. Notre MC regrette son geste impulsif. L'idée d'être un punching ball pendant 10 minutes le terrifie. Après 10 secondes, la chasseuse claque des doigts. Le membre au visage de clown se plaint qu'elle n'aide pas le patron.
Soudain, une énergie bleue enveloppe les deux chasseurs. La capacité de téléportation spatiale de rang S est activée sur le champ. Le capitaine lance le sort de transport. Les autres membres de l'équipe regardent, complètement surpris par son action. Notre MC est pris au dépourvu par la magie. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit téléporté si rapidement. Le groupe arrive sur le site de la mission dans une ville en ruine. La chasseresse annonce le début de la mission de rendre contre un dieu maléfique. Il se rend compte que son plan a échoué et qu'il n'a pas pu les arrêter. Pour ne rien arranger, il a été entraîné dans le piège mortel. La femme explique qu'à cause du contact physique, elle a dû emmener notre MC à la place de deux autres membres de l'équipe. Il désespère car la situation fatale a empiré. Maintenant, il manque 2 membres à l'équipe, remplacés par une recrue de rang F. Un des chasseurs demande si le combat va continuer. Sur ce, BJ décide de se concentrer sur la mission, et le groupe avance. Le capitaine est déconcerté par l'attitude de la recrue. Il se souvient de Lexioé agissant naïvement puis l'attaquant de nulle part. Voyant la peur du garçon, BJ soupire, il commence à se demander si notre MC a des problèmes mentaux. Une brute lui dit de ne pas s'inquiéter pour la vengeance, mais BJ l'attrape et l'avertit qu'il l'enfermera après la mission. Dans ses 10 dernières minutes de vie, il pleure inconsolablement, notre MC pense déjà au design de son cercueil. Il imagine la scène terrible où tout le monde se fait anéantir, leur corps serait si mutilé que personne ne retrouverait les morceaux. Posant une main sur le sol, il se calme un peu. Il sait qu'une crise inconnue est sur le point de se produire ici. En se relevant, il confirme ses soupçons. La mission n'est pas de rang D comme tout le monde le pense, mais un piège de rang S. Réalisant qu'il ne peut pas les sauver, il essaie de fuir. Sa seule option maintenant est de fuir cet endroit dangereux aussi vite que possible. En pleine course, il sent une traction brusque, quelqu'un l'attrape par le col de sa chemise, stoppant sa fuite. BJ le retient et lui dit de ne pas fuir, même s'il ne l'aime pas, son devoir en tant que fort est de protéger les faibles. Le capitaine le regarde avec un air sérieux et déterminé, il lui assure que tant qu'il ira bien, ses camarades iront bien. Sur ce, il ordonne à la recrue de ne pas le quitter. Notre MC pleure car cela rend encore plus difficile de les abandonner. Lixyaoe remarque que le ciel a l'air normal. Sans portail, BJ explique qu'ils ont seulement été envoyés pour enquêter sur des traces de démons ici. BJ explique que les démons faibles naissent des rancunes, notre MC pleure, car leur gentillesse rend la fuite plus difficile. Le capitaine se demande pourquoi la recrue pleure. Voyant cela, il en conclut que Lixyaoe a des problèmes mentaux et le trouve pathétique. Une femme s'approche et interroge le groupe. Elle s'attendait à 5 chasseurs et remarque que l'un d'eux semble n'être qu'une recrue. Elle se présente comme la directrice du district. La dame les guide vers l'endroit où une statue de secte a été trouvée dans un entrepôt. Pendant qu'ils marchent, la directrice raconte l'histoire du lieu. Le village a été oublié, et les habitants se sont tournés vers des sectes par désespoir. Notre MC est irrité par le bavardage de la femme. Il se couvre les oreilles et pense qu'elle ressemble beaucoup à sa propre mère. Il observe la rue et remarque la pauvreté de l'endroit. Les gens qui y vivent n'ont probablement pas beaucoup d'argent pour les produits de première nécessité. Son regard se porte sur un étal de fruits au bord de la route, un homme vend ses produits sur un simple tissu à même le sol. Jio remarque que les fruits n'ont pas l'air frais, il se demande pourquoi personne dans le coin n'essaie de vendre de la viande. En fixant le vendeur, il a un soupçon, peut-être que les villageois n'ont pas les moyens d'acheter de la viande. Il remarque quelque chose d'étrange dans la rue déserte. Depuis leur arrivée, il n'a vu aucun enfant jouer ou se promener. Soudain, un bout de papier s'envole dans le vent. L'affiche lui claque au visage de manière inattendue. Quand il retire l'avis, il voit que c'est pour une personne disparue. Il commence à se demander si les enfants disparaissent fréquemment ici. L'affiche montre la photo d'une fille nommée Xiaofu. Il trouve étrange que son âge soit décrit avec les jours et les mois exacts. Ses pensées sont interrompues par la directrice. Elle montre un bâtiment et annonce qu'ils sont enfin arrivés à destination. La directrice essaie d'ouvrir l'entrepôt, mais la clé se coince. Elle se plaint que son mari inutile ne répare jamais les choses correctement. Un des chasseurs ressent une mauvaise énergie dans le lieu et alerte l'équipe. BJ ordonne à tout le monde de prioriser la sécurité des civils. Entendant les chuchotements, la directrice s'énerve. Elle les gronde de ne pas être attentifs pendant qu'une aînée parle. La femme commence un sermon sans fin sur les jeunes. Toute l'équipe arbore une expression de pure souffrance. À l'intérieur, elle explique à propos de la secte. Ils offrent des sacrifices à une statue en échange de bonheur et de fortune. En voyant la statue, notre MC est choqué. L'image déformée autour de lui montre son horreur totale face à la scène. Devant lui se dresse une figure macabre faite d'eau. La base de la statue est entourée de crânes et d'une aura sinistre. Il se concentre sur le visage squelettique de la divinité. Quelque chose à propos de ses os pointus semble terriblement familier à notre héros. À cet instant, il se souvient de sa prémonition. La capitaine Belling a été attaquée par ces mêmes os. Il comprend que c'est le lieu de la tragédie. Le temps étant compté, il sait que le danger est sur le point de commencer à tout moment. Soudain, un bruit fort résonne dans l'entrepôt, la porte en métal claque, les piégeant à l'intérieur. La sortie étant bloquée, BJ est en état d'alerte maximale. Il ordonne à tout le monde de protéger la directrice et la recrue à tout prix. À la surprise de tous, la directrice se met à rire,
son visage se tordant en un sourire malveillant en les regardant. La femme sort un couteau et révèle sa déception. Elle déplore n'avoir réussi à attirer que 4 chasseurs au lieu des 5 attendus. Avec un regard fou, elle explique son plan. Elle a promis 5 personnes pour guérir son mari, et maintenant 4 ne suffisent pas. Avec un sourire malveillant, elle décide qu'elle offrira les 5 vies. Sa détermination à achever le rituel est inébranlable. Sans hésitation, elle utilise le couteau sur son propre cou. Elle s'offre comme 5e sacrifice pour le rituel sombre. Face à cette scène, l'équipe de chasseurs est complètement paralysée. Personne ne s'attendait à une action aussi extrême de la part de la femme. Son corps tombe au sol, et l'entrepôt entier commence à trembler. Les chasseurs tentent de garder l'équilibre au milieu du tremblement soudain. Notre MC sait que la vraie crise arrive, la menace qui peut anéantir l'escouade la plus forte est sur le point d'émerger. Sans perdre de temps, il active sa capacité de déduction, ses points d'esprit sont consumés pour trouver une issue. Le sacrifice terminé, l'atmosphère dans l'entrepôt devient tendue, l'équipe se prépare pour la bataille qui va commencer. La vice-capitaine prévient qu'elle n'a pas le pouvoir de téléporter tout le monde. Elle refuse de fuir et de laisser ses camarades derrière. À leurs pieds, le corps de la directrice repose maintenant. Une grande flaque de liquide rouge se forme autour d'elle. Soudain, le liquide commence à bouillonner étrangement, de petites pics se forment dans la flaque pointant vers le haut. Les gouttelettes flottent dans l'air et se déplacent lentement. Notre MC regarde la scène, ne comprenant pas ce qui se passe. Le liquide est absorbé par la statue d'eau. La statue transformée palpite d'une nouvelle énergie provenant du sacrifice. Ses yeux vides brillent d'une intense lueur rouge. La statue prend vie, annonçant l'arrivée d'un grand danger. Les chasseurs observent la scène avec horreur. Le liquide pénètre dans les yeux de la statue, qui deviennent de plus en plus puissants. Une lumière sinistre remplit les lieux, attirant l'attention de tous. Notre protagoniste se retourne et fait face à la nouvelle menace. Notre protagoniste est stupéfié par la lumière rouge. L'énergie le paralyse complètement sur place. Toute l'équipe est immobile. BJ réalise que la lumière empêche d'utiliser les pouvoirs et suspecte un démon de rang S. La statue d'eau se fissure, et ses lames se préparent. L'énergie rouge autour d'elle s'intensifie encore plus. Dans un bruit terrifiant, la créature libère ses pics. L'attaque imminente remplit tout l'environnement d'effroi. Les lames d'eau se révèlent être extrêmement tranchantes. Le son de leur préparation résonne dans le grand entrepôt. Les pics sont tirés à grande vitesse. L'attaque progresse vers les chasseurs sans défense. BJ panique en réalisant le danger. Il comprend qu'il n'y a aucun moyen d'esquiver le coup fatal. Les projectiles frappent l'escouade de plein fouet. La simulation montre le terrible résultat de l'attaque de la statue. La déduction se termine, et il a la réponse. Regarder dans les yeux de la statue, c'est ce qui déclenche la paralysie chez tout le monde. De retour dans la réalité, la vice-capitaine répète sa phrase. Elle dit qu'elle ne peut pas s'enfuir et laisser tout le monde derrière. Un des chasseurs montre la scène macabre, le liquide du sacrifice est absorbé par la statue. Avec les informations de sa déduction, notre protagoniste leur crie de ne pas regarder la statue et de fermer les yeux. Il insiste sur le fait que le démon est de rang S, le vrai danger réside dans la lumière rouge provenant des yeux de la créature. La brute se demande comment c'est possible, il est toujours paralysé et ne comprend pas la situation. Li Xiaowei se déclare membre de l'équipe, il les supplie de lui faire confiance juste pour cette fois. Malgré les informations de la mission, BJ fait confiance à l'avertissement. Il ordonne à son équipe d'obéir aux ordres de la recrue. À partir de là, le capitaine dit à tout le monde de fermer les yeux. Le plan est maintenant de se replier et de sortir de l'entrepôt aussi vite que possible. L'énergie de la statue d'eau explose de puissance, ses yeux brillent d'une lueur rouge intense et malveillante. D'un mouvement rapide, la créature se prépare à attaquer, l'aura qui l'entoure s'étend pour attraper tout le monde dans la zone. Alors qu'ils battent en retraite les yeux fermés, ils s'inquiètent, sans leur vue, ils ne savent pas comment se défendre contre le prochain coup. Un des chasseurs sent son corps ralentir à cause de la lumière. Il est tenté d'ouvrir les yeux pour comprendre la situation. À ce moment, la statue libère à nouveau ses pics, l'attaque est conçue pour anéantir tous les chasseurs d'un coup. Grâce à sa prémonition, notre protagoniste crie un avertissement. Il alerte tout le monde que l'attaque vient d'Eno à gauche. Les projectiles d'eau volent vers l'équipe. L'attaque confirme la prédiction de Xiaowei sur la menace imminente. Sans perdre de temps, la vice-capitaine réagit à l'avertissement. Elle prépare une capacité défensive d'un geste rapide de la main. Un bouclier d'énergie se forme et bloque les pics. L'impact de la défense sauve la vie de tous les membres de l'équipe. BJ regarde notre protagoniste avec une nouvelle expression. Il comprend enfin que la recrue peut prédire ce qui va se passer. Xiaowei sait que la situation a changé, chaque contre-attaque crée pour lui de nouvelles variables et de futures possibilités. Alors, il décide d'utiliser une nouvelle méthode, pour la première fois, il va tenter une déduction en temps réel en plein combat. L'équipe se protège à l'intérieur d'une barrière d'énergie, mais même ainsi, ils sentent leur pouvoir limité par la lumière de la créature. BJ halète les yeux fermés, il admet que le pouvoir vient d'un démon de rang S, et que la recrue dit peut-être la vérité. Notre protagoniste entre en état de déduction. Il se concentre pour prédire d'où viendra la prochaine attaque de la créature. La simulation montre l'équipe en train de se faire anéantir. La vision du futur consomme 10 autres de ses points d'esprit.
De retour dans la réalité, il pointe du doigt et crie un avertissement. L'attaque viendra du côté droit, et l'équipe prépare sa défense. Avec une vitesse incroyable, Beji se déplace, il se positionne pour intercepter le coup, suivant l'ordre de Xiaohe. Le capitaine et Zenlong bloquent l'attaque de Crystal. La prédiction de la recrue a été aussi rapide que le coup du démon. Il se demande comment c'est possible, il suspecte une rare capacité temporelle mais trouve l'idée absurde. Notre protagoniste pense à une nouvelle stratégie, il décide de guider les blocages pour économiser ses tentatives de déduction. Dans son esprit, l'équipe se défend d'une nouvelle manière, le démon d'eau attaque une fois de plus avec ses pics mortels. La prémonition lui montre des rayons rouges horizontaux, le danger approche rapidement, et il doit agir vite. Il crie à Zenlong de se défendre contre l'attaque de gauche, cependant, le chasseur le regarde, confus. Les rayons transpercent le corps de Zenlong. À la stupeur générale, il révèle qu'il est le soigneur et ne sait pas se défendre. La déduction se termine sur cette scène terrible. Notre protagoniste réalise que le grand costaud n'a pas vraiment l'air d'un soigneur. Sans temps à perdre, il change de plan. Il crie à Zenlong d'utiliser sa capacité de vitesse sur toute l'équipe. À son commandement, le soigneur active son pouvoir. Une aura verte entoure tout le monde, augmentant la vitesse de déplacement du groupe. Avec une vitesse accrue, l'équipe se replie face à l'attaque. La créature d'eau se prépare à un autre assaut contre eux. Une explosion de feu intercepte les projectiles. Beji réalise que notre protagoniste connaissait même la capacité de Zenlong. Sur ce, le capitaine réfléchit un instant. Il s'avoue qu'il ne devrait peut-être plus l'appeler une recrue. Sans temps pour se reposer, notre protagoniste crie à nouveau. Il se concentre pour prédire la direction de la prochaine attaque du démon. Il prévient alors que le coup viendra du sol. Le groupe entier saute en l'air pour esquiver les pics qui émergent. En l'air, ils se défendent contre une autre attaque. Ils réalisent qu'en révélant leur capacité, le coup en points augmente. Le démon concentre désormais ses attaques sur Xiaohe. Les coups deviennent plus brutaux et plus difficiles à prédire et à esquiver. Grâce à un aperçu de la déduction, il court vers la sortie. Notre protagoniste annonce qu'ils sont très proches de s'échapper. À cet instant, sa prémonition montre un nouveau danger. Il crie un avertissement concernant une attaque venant juste derrière eux. D'un pas ferme, il se prépare à l'impact, l'avertissement d'esquiver est donné à la dernière seconde possible. Pour éviter le coup, Beji et Xiaohe se heurtent de plein fouet, l'impact les laissant sonner un douloureux instant. Les deux commencent à se disputer au milieu du chaos, Xiaohe le traite de vieillard incapable de distinguer sa gauche de sa droite. La dispute devient encore plus intense et confuse, personne ne semble d'accord sur la façon de donner correctement les directions. La vice-capitaine les saisit par la tête et leur dit de se la fermer. Elle suggère qu'ils décrivent les attaques dans le sens des aiguilles d'une montre. La confusion s'accroît avec des ordres erronés et des quasi-accidents. Sur ce, ces points d'esprit chutent à seulement 11. La sortie en vue, il leur crie de courir. La porte de l'entrepôt est le seul espoir de survie de l'équipe. Un dernier pas seulement les sépare de la liberté. Sur ce, ces points d'esprit sont réduits à 0 dans un ultime effort. À cet instant, un impact violent frappe la porte. La force de l'explosion de l'intérieur vers l'extérieur crée une ouverture. La structure métallique se brise, et le groupe réussit à s'échapper. Il célèbre avec soulagement d'avoir survécu à la confrontation. À l'intérieur de l'entrepôt, la créature osseuse les foudroie du regard. Ses yeux rouges brillent d'une énergie pulsante et effrayante. Peu après, son pouvoir commence à se dissiper dans l'air, la lumière dans ses yeux s'estompe, et la menace cesse enfin. Dehors, notre protagoniste respire lourdement, il sait que tout le monde est épuisé après avoir combattu un démon de rang S. Soudain, Beji l'attrape par le col de sa chemise. Le capitaine exige qu'il avoue son secret sur le champ. D'un air suspicieux, il le tient par la cravate. Beji n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas obtenu une réponse claire du garçon. Ses yeux se concentrent sur la recrue avec une pure intensité. Il demande ce que notre protagoniste cache exactement. Sans prévenir, Beji est violemment frappé par derrière. Le coup le laisse complètement abasourdi et incapable de réagir. Notre protagoniste est choqué par la scène. L'attaque surprise venait de l'un des habitants de ce village oublié. En regardant autour de lui, il réalise le piège. Tous les autres chasseurs ont été neutralisés par les civils de la ville. Avec des sourires sinistres, les villageois s'approchent. L'équipe d'élite est maintenant encerclée et complètement vulnérable.